OK. On fait ça comme si c'était une véritable entrevue? Mais pour moi, c'est une véritable entrevue, là. OK, non, non, c'est ça. OK, c'est bon. OK, fait qu'on fait 5, 4, 3, 2, 1. Elisabeth Anne Coutu, bonjour. Alice. Pardon? C'est Alice, pas Anne. Alice, excusez-moi, excusez-moi. OK, on va recommencer. 5, 4, 3, 2, 1. C'est beau. Elisabeth Alice Coutu, bonjour. Ah, Alors, vous vous spécialisez dans la médiation culturelle. Vous avez un parcours qui vous a amené à ça. Euh, J'aimerais juste pour spécifier, clarifier les choses dès le début, qu'est-ce que vous entendez par médiation culturelle? ben, en fait, c'est tout ce qui est la représentation d'un artiste vers un public. Donc, c'est soit par des stratégies marketing ou soit en vulgarisant les propos ou les intentions d'un artiste. Dans ce cas-ci, plus d'un musicien ou d'un groupe de musiciens. Donc, par la médiation culturelle, on entend à initier les gens et sensibiliser les gens vers différents thèmes reliés à la musique. Qu'est-ce qui vous a amené à œuvrer pour la médiation culturelle? Parce que je crois qu'à l'origine, vous êtes musicienne. En fait, c'est une bonne question parce que je sens, oui, je viens d'un milieu très musical, OK? J'ai toute ma famille, à l'exception de ma génération, sont reconnus comme professionnels musiciens. Mais c'est ça, c'est une bonne question parce que pourquoi est-ce que ma génération n'a jamais été en mesure de se spécialiser en tant que musicien, instrumentiste? Puis je fais la différence entre quelqu'un qui va se spécialiser dans les communications pour la musique par rapport à un instrumentiste, parce que l'instrumentiste va être vraiment spécialiste technicien dans la pratique musicale, tandis que le médiateur, lui, il va comprendre, il va analyser ce que le musicien fait, mais quand, tu sais, il peut avoir joué d'un instrument comme c'est mon cas, j'ai joué beaucoup d'instruments, mais je me suis pas assez concentrée dans ce domaine-là pour dire que je suis professionnelle, tu sais, à ce point-là. Et puis là, je vais juste rendre une coche plus difficile l'analyse de tout ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai été déjà dans la Guilde des musiciens du Québec pour être percussionniste. C'est arrivé dans le passé pendant le 400e anniversaire de Québec, pendant que j'étais dans l'ensemble Carrel. Et mais, mais c'est dans le traitement, c'est dans la reconnaissance. C'est qu'est-ce qui définit un musicien d'un musicien professionnel d'un médiateur? Tu sais? Qu'est-ce qui fait la grande distinction? Donc, pour moi, c'est vraiment que le musicien professionnel est capable de pratiquer 3 heures par jour à tous les jours. Est-ce que je suis capable de faire ça? Non. Mais j'ai quand même baigné là-dedans énormément, ce qui fait que je suis sensibilisée à la cause, ce qui fait que je suis en mesure de vulgariser, de propager plusieurs types de culture en musique. Est-ce que vous pensez que parce que vous avez une formation de musicienne, bien que vous le dites vous-même, vous n'êtes pas musicien professionnel, que vous avez cette formation-là, que vous avez cette sensibilité-là, que ce que vous offrez, c'est une plus-value face aux autres médiateurs qui sont plus des amateurs de musique. C'est-à-dire que vous comprenez comment un musicien pense aussi. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'essentiel de comprendre comment le musicien fonctionne? En fait, je me, je me mets pas en compétition ou en concurrence avec d'autres médiateurs qui se disent médiateurs ou d'autres personnes qui vont se mettre dans la position de quelqu'un qui a l'intention de faire de la démocratisation, de la démocratie culturelle. Je suis pas en train de me comparer comme ça. Je suis plus dans la situation parce que le problème majeur, c'est que ces gens-là ne sont pas reconnus. Première des choses, on les voit jamais. OK? C'est des gens qui travaillent dans l'ombre du musicien, qui veulent mettre de l'avant le musicien, puis qu'après ça, eux, on n'en entend jamais parler. Euh, mais en soi, le fait que tu m'amènes, qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu es capable de te dire médiatrice par rapport à d'autres?
J'essaie de comprendre un peu le sens de la question, en fait. Peux-tu préciser? Ben, c'est parce que si tu as une sensibilité de musicien, Mhm. tu comprends déjà comment un musicien fonctionne. Et Oui. dans mon autre, là, tu couperas ça, là, parce que ça rentre dans Peut-être le pas, programme peut-être où je que je vais pas le travaille. couper. Dans le programme où je travaille en stratégie de production, on forme des producteurs. Mais les producteurs, on les amène à travailler à savoir comment pense un scénariste, comment pense un réalisateur, comment pense un comédien. Parce que pour parler à tous ces gens-là, il faut que tu saches un peu leur langage. Comment pense un Mhm. avocat, comment pense Mhm. un comptable. Alors, il y a des gens qui peuvent être médiateurs culturels, mettons moi, qui pourraient être un médiateur culturel, mais qui, s'il n'a aucune sensibilité à la musique, qui ne comprend pas comment jouer de la musique, il ne peut pas se mettre aussi dans la peau d'un musicien. Donc, Exact. Effectivement, comprendre ben comment un musicien travaille. oui, ben c'est ça. Donc, le médiateur, c'est comme le pont entre le public et le produit, et la production musicale. Donc, ça nécessite une sensibilisation de quel est l'état, quel type d'auditoire, avec quel auditoire on a affaire. Puis, c'est quoi le produit? C'est quoi qu'on emmène vers l'auditoire? Donc, effectivement, il y a un langage à s'approprier. Tu sais, si je commence à parler de choses très techniques à un auditoire complètement débutant, là, je vais perdre du monde. Fait que ça prend une négociation. C'est toute une constante négociation entre là vers où je veux aller, puis l'état actuel de la situation, là. Donc, concrètement, tu vois ça comment? Là, je suis passé au-dessus, là, je suis passé du vous au-dessus. Concrètement, vous voyez ça comment votre rôle de médiatrice culturelle dans la musique? C'est-à-dire, si on fait une mise en situation, ça, ça serait quoi vos tâches? Là, en fait, qu'est-ce qui se passe avec Oussad Irshad Khan? Les tâches qui me sont proposées, demandées, oui, il y a beaucoup de vulgarisation, même qu'il va probablement y avoir de la traduction. Ceci étant, surtout s'il veut explorer le marché du Québec, il me l'a dit que ça l'intéressait, surtout pour l'aspect institutionnel universitaire. Mais, euh, mais tu sais, on est dans des pourparlers. Ce qui a été établi, c'est que je faisais de la représentation. Donc, c'est un peu ce que je fais dans mon quotidien à l'heure actuelle où je fais de la vente d'entreprise à entreprise d'un centre d'appel. C'est ça mon job actuel. Euh, mais ça, je vais l'appliquer. Les stratégies que j'ai apprises, les habiletés que j'ai acquises dans le pitch de vente, je m'en vais les appliquer dans le contexte de la musique. Et c'était déjà là un peu avant, c'est sûr et certain, mais là vraiment parce que ce que je comprends, ce que j'ai acquis avec le Gary Blair, qui dirige I24 Solutions de gestion d'appel, c'est plusieurs tactiques. Tu sais, on parle pas de vendre un produit pour le vendre. Tu sais, acheter mon produit. Non, on cultive la conversation. Donc, c'est c'est dans quel esprit qu'on veut établir un dialogue, c'est dans quel esprit qu'on veut construire une histoire. C'est dans cet esprit-là qu'on sensibilise les gens à une culture, puis le fait de vendre pour vendre, ça, c'est négatif. Est-ce qu'on a besoin de médiateurs culturels en musique? Parce que c'est beaucoup le mot à la mode de la médiation culturelle. Tout le monde fait de la médiation culturelle. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Attends, mais À l'ère mhm, d'Internet, là, qu'est-ce qui empêche mhm. quelqu'un de ne pas fouiller sur Internet pour avoir ce qu'il veut savoir? Il s'intéresse à l'opéra, mettons, au Barbier de Séville. Qu'est-ce qui l'empêche de ne pas aller fouiller sur Internet pour découvrir tout ce qu'il a besoin de savoir sur le Barbier de Séville? C'est sûr que tout est, ouais, c'est une bonne réflexion. Tout est accessible sur Internet, hein. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a, tu sais, si on a une curiosité, on va tout de suite aller chercher l'information pour sa curiosité sur Internet. L'importance de la médiation, c'est la vulgarisation directe avec le musicien. Donc, si le musicien a une intention vis-à-vis son public, il a comment je dirais, tu sais, c'est pas un contrôle de l'image. Un peu de ça, oui, mais c'est plus de se dire qu'est-ce que je veux, quel impact puis quel effet est-ce que je veux avoir sur ma culture, d'où je viens, mais aussi vers où je veux aller. Puis quelle
influence est-ce que j'ai sur l'auditoire. Et à partir de ça, il y a une rhétorique ou une discussion qui va se former. Et moi, à partir de ça, je vais vulgariser puis je vais faire le pont entre la situation actuelle et ce qui m'est demandé par le, par l'artiste en tant que tel. Mais reste que en d'autres parties, parce que là, on parle de démocratie versus démocratisation. Tu sais, je sais pas si tu connais la différence entre les deux. Tu sais, démocratie culturelle, ça va être de donner accès à tous à chaque culture existante musicale. Puis la démocratisation, ça va être de produire des acteurs culturels, donc d'avoir plus de musiciens, qui est dans mon cas le domaine dans lequel j'étudie. Fait que à ce moment-là, tu sais, si tu produis des acteurs culturels, tu vas avoir besoin de mentors, tu vas avoir besoin d'artistes qui vont se définir au-dessus des masses pour nécessairement transmettre. C'est très important dans le cas de la transmission indienne parce que c'est des traditions orales. Donc, c'est des traditions ancestrales. Fait qu'il y a quelque chose à respecter par rapport à ça. Puis si tu fais juste produire des acteurs culturels pour le principe de la quantité plutôt que de la qualité, mais là, tu te retrouves avec un produit qui est vide. Ça, c'est de la démocratisation culturelle qui est inefficace, qui est simplement là pour générer un roulement de l'industrie. Puis ça fait corrompre l'industrie en tant que telle. Alors, quelles sont les grandes qualités que doit avoir un médiateur culturel? Faut pas avoir peur du téléphone ou de parler. Faut pas avoir peur du PR puis du téléphone. Là, en partant, c'est ça. Puis il faut être ouvert d'esprit, avoir une écoute active, euh, puis être sensible. Tu sais, toujours avoir envie d'apprendre, toujours. Tu sais, c'est un travail dans l'ombre dans le sens où tu sais, faut laisser les gens être à l'avant-scène et analyser, c'est pas chaque fait et geste, là, mais faire une synthèse de tout ça dans son esprit pour qu'ensuite on puisse performer mieux avec une meilleure audience après. Euh, Quelles autres habiletés? C'est sûr que faut travailler énormément sa communication orale, faut travailler. C'est des choses qui c'est sûr que tu peux pas partir avec l'idée, moi j'y vais puis je vais vendre puis tu sais de pas comprendre ton. C'est sûr qu'il y a certains niveaux puis il y a toujours une courbe d'apprentissage dans le processus. Ça c'est certain. Donc en partant, il faut être ouvert. Ça c'est ça. Est-ce que le milieu est ouvert à ça? Vous venez du milieu de le milieu de la musique, vous le connaissez, là. Ça, Oui. vous venez de familles de musiciens depuis plusieurs Mhm. générations. Mhm. Mhm. Est-ce que les musiciens sont ouverts à ça? Est-ce que les promoteurs, les producteurs, les salles de spectacle, les universités, est-ce que c'est ouvert à l'arrivée de ce nouvel intermédiaire-là? Ben, tous ces endroits-là dépendent tu sais, l'ouverture est relative. Puis elle est relative, tu sais, quand on veut vendre un produit sur un marché X, Y, Z, il faut comprendre c'est quoi les barrières à l'ouverture. Et c'est de défaire ces barrières-là progressivement. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que le milieu, tu sais, il y a comme une aversion parce que j'ai travaillé notamment, j'ai travaillé avec beaucoup de musiciens professionnels à l'extérieur de ma famille. Là, tu sais, puis j'ai jamais été reconnue, encore une fois, là, j'ai jamais été reconnue comme musicienne professionnelle à travers le cercle des musiciens professionnels. Tu sais, les musiciens professionnels ne savent pas que je viens d'un milieu familial musicien. Donc, je n'ai jamais été reconnue à ce niveau-là. Il y a comme une aversion ou des préjugés vis-à-vis ce que c'est le marketing. Tu sais, là, tu vas retrouver une équipe forte de marketing dans les festivals, mais pour les artistes directement, d'avoir un one-on-one avec un artiste ou d'avoir un groupement d'artistes avec quelqu'un de marketing, c'est rare que tu vois ça. Et c'est rare que tu vois ça parce qu'il y a des préjugés par rapport à ça. Tu as peur que l'artiste a comme peur que de se faire voler son idée ou a peur que l'idée soit remâchée à la façon
de la personne en marketing. Et je pense que il y a des raisons historiques à ça aussi. Tu sais, dû au fait de l'industrie du disque qui avait un monopole. Tu sais, là, aujourd'hui, ça va mieux avec Internet, mais si on pense à toute l'industrie du disque qui avait un monopole sur la production, sur la distribution, fait que là, il y avait des choses qui étaient encouragées, puis souvent, ben, l'équipe marketing ou la production, ben, finissait par intervenir sur l'objet artistique. Ce qui est très néfaste, ce qui est très pas bon pour le musicien qui a finalement peur, puis cultiver un problème avec la vente de son produit en tant que tel. Et en ce sens-là, moi, avant d'arriver dans le milieu musical professionnel moi-même, en tant que médiatrice, j'ai étudié un domaine qui s'appelle le rock en opposition, rock in opposition, qui est un mouvement, qui est une mouvance qui a existé, qui est partie ça parti dans les années fin 60-70 à Londres, qui conteste l'emprise de l'industrie du disque sur le marché de l'expression musicale. Donc, là-dedans, tu as Fred Fritz du groupe Henry Cow. Qui explore beaucoup, qui est comme entre la scène de rock populaire, tu sais, qui commence par s'intéresser aux Beatles, et qui en a beaucoup joué d'ailleurs, mais il s'intéresse énormément à la musique contemporaine et à l'improvisation, puis fait beaucoup de compositions. Oui, Et lui, c'est un théoricien de la musique. ben, Je le c'est sûr. connais. Je le Ah connais. oui, Ah oui, oui. tu le Je connais connais pas personnellement? Non, non, mais je connais pas ses œuvres, mais je connais ses théories sur la musique, ou sur le fait que le, le fait que la création, l'enregistrement sonore a empêché. Bon, lui, il part du principe qu'avant la musique, les gens se la réinterprétaient, ils se la réappropriaient, puis ils l'interprétaient comme ils voulaient. Mais du moment où on arrive avec une musique en disqué, tout le monde a reproduit ce que la musique, ce que les disques disaient. On ne réinvente plus la musique. Ce qui était la grande caractéristique du folk ou de la musique traditionnelle, c'est que les musiciens l'adaptaient à ce qu'ils étaient. Fait que s'ils voulaient faire une chanson avec plus de couplets, ils le faisaient. Mais avec l'arrivée du disque, on va fuser la musique dans un support. La version enregistrée va devenir comme la version officielle. OK, intéressant. Intéressant, mais vraiment, Il venait souvent lui, au, il venait souvent au festival de musique à Drummondville, de musique actuelle, actuel. Oui. ou à Victo, oui. Alors là, on Il était, connecte, vous et moi, Robert, parce que dans le fond, effectivement, là, je sais pas si tu as vu Step Across the Border avec lui, tu sais, on le voit jouer avec René Lucier, les oui, oui, Trésors de la oui. langue. On le voit jouer avec Jean de Rome, qui est le mari de mon ex-patronne. Fait que, tu sais, c'est quand même, il y a eu une bonne influence sur la musique actuelle au Québec. Et hein, si on se replace, c'est quoi la musique actuelle? C'est pas comme la musique actuelle en France, où là, on parle d'une circulation de musique populaire, surtout impliquant des jeunes, des organismes de musique populaire pour les jeunes. C'est pas exactement la même chose. La musique actuelle au Québec, c'est une mouvance de la new music. Donc, on parle la new music englobe la musique contemporaine, électroacoustique et la musique actuelle. OK, ben là, je pourrais définir c'est quoi les trois, mais la musique actuelle va incorporer le pop, va incorporer le jazz, va incorporer énormément l'improvisation. Et il y a une logique de collaboration de groupe. Donc, il y a pas ils essaient, le travail des acteurs en musique actuelle, c'est de défaire la hiérarchisation. Donc, c'est pas toujours les mêmes personnes qui font de la direction musicale. C'est pas toujours les mêmes personnes qui font toujours les mêmes instruments. Les écritures, il y a des espaces pour l'improvisation, puis les écritures ne sont pas l'écriture standard à proprement dit sur une partition annotée, là. Donc, on se retrouve avec des partitions graphiques, on se retrouve avec une panoplie de diversité d'approches, de méthodes, de techniques.
C'est le bassin de la musique actuelle au Québec, c'est un bassin d'exploration incroyable. Et là-dedans, j'ai eu, tu sais, c'est ça, à partir de Fred Fritz jusqu'au Québec, parce que c'est Fred Fritz, finalement, qui m'a fait découvrir la production Super Musique et Joanne Etu, Daniel Palardi-Roger. Tu sais, c'est bizarre parce que c'est juste à côté de chez toi, mais c'est quelqu'un de Londres qui te le fait découvrir. Fait que, Je devrais aller voir sur le site d'Alain Brunet. Il doit en parler. Alain Brunet, c'est l'ancien chroniqueur musical de la presse, qui était très au fait des musiques actuelles, qui aimait beaucoup ça. Il y a un site maintenant, j'ai oublié le nom, là, mais il y a un site, puis il doit en parler, j'imagine, dedans, parce que moi, il y a un paquet de disques que j'ai acheté parce qu'il recommandait dans la presse, là. oui, ben, je l'ai déjà croisé, en fait, dans une conférence, dans la conférence où Michel Levasseur au Festival de musique actuelle de Oui, oui. Victoriaville, il annonçait l'arrivée de John Zorn, tu sais, fait que Ben oui, je pense que Monsieur Brunet il était à ma table, en fait, là. Puis l'autre table à côté, oh, là, j'ai un autre blanc de mémoire. il y a un très bon album de John Zorn où il fait un album double où il fait de la musique juive Ouais. new-yorkaise, là. Mais non, Ouais. c'est très. Il replonge dans la Bible pour ressortir des leitmotifs qu'il a pris dans la Bible, puis il tourne des chansons autour de ça. Enfin, Mhm, ça, très c'est intéressant. d'autres histoires, ça, là. Par Mhm. rapport à part. Oui, on parlait de la musique, on parlait de ton école où il était contre, là. On parlait de Fred Oui. Fit. Oui, alors Fred Free, on va reprendre le chemin, sinon tu vas avoir plein de montages à faire. c'est pas grave. Je te demandais si le marché de la musique était ouvert à avoir. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est une excellente question parce que dans le fond, moi, j'arrive dans ce milieu-là. Et oui, Joanne et Daniel Palardi-Roger sont super intéressés de m'avoir en tant que vidéaste. Et d'ailleurs, j'ai été vidéaste pour eux 3 ans. Euh, Et, mais la seule chose, c'est que les artistes, eux, ont des appréhensions. Donc, ce qui était, tu sais, mon travail ou mon œuvre en tant que vidéaste était souvent contesté, reproché, remâché, tout ce que tu voudras. J'avais une intervention de la part de l'artiste sur mon œuvre d'une façon qui était mal communiquée. Ça, c'est certain. Euh, Par contre, ben, ça dépend dans quel contexte. Ça dépend dans quel contexte. C'est pas dans tous les vidéos que j'ai faites que c'était comme ça, mais tu sais, j'étais vue comme une débutante. Autant dans le milieu de la musique que, tu sais, j'avais aucune réputation, tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comment, encore une fois, là, c'est une courbe d'apprentissage. Fait que non seulement je suis dans une courbe d'apprentissage, mais je suis mise au défi tout le temps. Mais j'ai quand même resté 3 ans. Fait que ça montre que dans ce processus-là, il y a une forme de tolérance, puis une forme de compréhension, mais il reste il y a des barrières à travailler. Puis si tu veux éventuellement faire propager ta musique, puis que ce soit plus produit en silo, il faut que tu sois ouvert à éduquer ton médiateur. Fait que ça prend une éducation. Le médiateur doit éduquer le producteur ou l'artiste à communiquer ces informations au médiateur. C'est comme bidirectionnel, là. Tu peux pas, c'est pas juste unidirectionnel parce que sinon il va y avoir un blocage quelque part. Moi, je préfère le terme, mais c'est juste un truc technique, là. Je préfère le terme sensibiliser qu'à éduquer. Oui, non, c'est parfait comme Parce terme que aussi. j'ai un certain âge, puis pour moi, éduquer, c'est des camps de rééducation en Union soviétique. On va vous montrer comment penser. Je trouve que sensibiliser, Ouais. ça laisse aussi un pouvoir à la personne si elle veut être sensibilisée ou pas. Éduquer, je trouve que c'est comme un gros coup de poing qu'on donne d'en face en disant, regardez, moi j'ai la bonne façon de voir. Tu sais. Je trouve que Mais sensibiliser, c'est plus c'est souvent la position de l'artiste. Donc, je dis éduquer pour rien, dans le fond. Parce que l'artiste tient à l'authenticité de son œuvre. Fait que s'il veut protéger ses idées, s'il veut mettre des limites ou comment je dis ça, donc, une zone très claire, délimitée de son œuvre,
ça prend une éducation plus que raising awareness, plus que juste sensibiliser, là. OK. Mais, tu sais, je veux pas faire un lien avec l'Union soviétique, là. Non, 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 c'est c'est juste, pas c'est ça que moi je qui vois. il y a comme. Tout de suite, dans la génération, on a un peu peur avec le mot éduquer, là. Je sais que Ouais. c'est les jeunes générations, je les vois souvent dans des travaux, ils me disent souvent, il faut les éduquer, puis à chaque fois, je leur dis, vaut mieux sensibiliser. C'est sûr que ça relatif des contextes, tu sais. Euh, c'est relatif au C'est contexte. juste parce que je trouve que, ça a rapport, pas rapport avec l'entrevue, là, mais je trouve que quelquefois, les artistes, euh, tu l'as dit tantôt, ils sont dans le silo, ils travaillent en circuit fermé, puis Oui. ils essayent de convaincre, ils prêchent pour des convaincus. Ils ont comme de la difficulté à penser à aller rejoindre un public autre. Je trouve C'est que vrai. ça fait pas tout à fait, c'est pas encore rentré tout à fait dans leur esprit. Et ça, je pense Je trouve que que c'était pas. c'est intentionnel. Je m'excuse de t'interrompre, Robert. Il y a comme une intention là-dedans. C'est comme conservateur, dans le sens où c'est bien, c'est mieux pour leur propre authenticité puis pour leur propre démarche de, de se démontrer auprès d'un public déjà initié. Donc, c'est souvent Oui, le oui, public c'est je des suis d'accord. publics de musiciens déjà conscients de ce qu'ils font, tu sais. Fait que, tu sais, de faire de la médiation ou de la médiaction, tu sais, de faire participer le public, c'est un challenge de plus pour l'artiste. Puis souvent, ça vient niveler vers le bas le produit final. Mais le but, au fond, au bout du compte, c'est de multiplier le nombre de médiateurs pour être en mesure d'initier plus de monde vers la musique, soit pour qu'ils en fassent, soit pour qu'ils en écoutent, pour qu'ils comprennent au fond qu'est-ce qui est l'objet de l'authenticité du produit. Sans nécessairement, parce que le fait de le fait de faire reconnaître cette profession-là de médiation culturelle va grandement donner un coup de pouce, je pense, à ce travail-là, tu sais, qui n'est pas compris, qui est le travail d'un musicien. Et dans un contexte d'improvisation. Et ça va s'appliquer aussi pour Oustad Irshad Khan, parce qu'il fait également de l'improvisation, puis du fait de sa tradition, du fait de ses origines ancestrales, ne sera pas nécessairement reconnu ou compris. Ça va être reconnu et compris dans le cercle de musiciens, c'est sûr. Mais comment on fait pour c'est toujours un défi. Tu sais, comment on fait pour atteindre une audience le plus largement possible, tu sais. Là, on va parler de M. Oussad. Qu'est-ce qui En fait, t'intéresse, c'est Monsieur Khan. M. Kahn, OK. Qu'est-ce qui t'intéressait à travailler avec lui? Qu'est-ce que tu aimais chez lui? Qu'est-ce qui te donnait le goût d'initier les autres à sa musique? Ben, Oustad Khan, puis soit dit en passant, Oustad veut dire maestro. Il a été décerné ce titre-là par HMV. C'est très jeune, très jeune, très, très jeune. Il a été décerné ce titre-là. Puis il fait du côté de sa mère, c'est des chanteurs, et du côté de son père, c'est des joueurs de sitar. Fait que dans le fond, lui, soit dit en passant encore une fois, lui c'est un joueur de sitar basse. Et puis, ça se spécialise dans la version basse de la sitar. Là. J'ai oublié le terme exact de c'est quoi cette sitar-là. Il y a un autre nom pour ça. Mais bref. Tout ça pour dire que je m'intéresse à plusieurs techniques vocales. Hein. Moi, pour revenir à mes origines, je viens d'une famille de chanteurs d'opéra. Surtout à partir de la génération de ma grand-mère, là, c'est deux frères, une sœur ben, sa sœur, elle chante plus du chant pop, mais ses deux frères, son frère est plus pianiste, mais conducteur voyons, de chœur. Son autre frère, il chante. Fait que, dans le fond, en tout cas, ça fait tout du piano à la maison, ça, c'est sûr. Puis elle a fait son baccalauréat en chant classique. Elle a rencontré mon grand-père qui a été introduit à elle par son frère qui est pianiste. Euh,
Puis quand j'étais petite, tu sais, parce qu'elle a développé son école avec sa sœur qui faisait du chant pop. Fait que c'est comme une union de chant pop avec chant, ou c'est la chanson française, en fait, plus que chant pop, là. C'est une union de, je vais juste déposer ma bouteille. Une union de chant pop avec chant classique, et ça s'appelait le Studio Atelier Théâtre de la chanson. Fait qu'il y avait une succursale à Laval qui appartenait à Michaeline, puis une succursale à Montréal qui appartenait à Liette, qui est ma grand-mère. Et quand j'étais petite, j'avais les deux ensemble qui s'approchaient de moi puis qui me chantaient Moi, je connais la musique. À 2 ans, c'est magnifique de pouvoir chanter ainsi. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Puis à partir de là, ils me mettaient un micro dans la bouche. Fait que on l'accueille chaleureusement. Je suis très émue. Très émue. C'est mon 19e spectacle dans ma propre école. Et je crois que ce soir, j'étais comblée. Comblée parce que je veux en dire ma continuité. Il y a quelque chose qui me tient à cœur pour enrichir ma vie, c'est la musique, le chant et toutes sortes de musique. Je ne sais pas si vous avez saisi que je respecte quand même leur style. Chacun a son style. Et puis, cette voix-là, ça va bien convenir à cette chanson-là, peu importe. Je suis mon vieux pour le sport, je suis au cœur de connaissance. Voilà, c'est alors donc, je pense que nous avons été, ma famille et moi, nous avons été formés pour devenir des artistes. Et je suppose que j'en fais partie de. Alors donc, ce soir ici, mon fils aîné, justement, c'était son baptême du son. Savez-vous ce que ça veut dire, ça, son baptême? C'est la première fois qu'il fait le son dans une place publique. Évidemment, au niveau
du studio, il n'y a pas de problème, parce que si vous saviez à quel point que décortiquer des bandes sonores, moi, j'entends tout ce qui passe en arrière du chanteur. Alors, on s'est amusé à décortiquer ces belles bandes sonores, parce que, vous savez, être chanteur, c'est pas seulement celui qui chante en avant. On nous dit souvent ce qui se passe en arrière. Les arrière-voix. Ça, c'est évident, c'est devenu une mode c'est bien, parce que ça prend beaucoup d'importance, ces arrière-voix. Et les arrangements de ces accompagnements. Alors, un chanteur est devant vous tous, vous l'aimez, mais il y a quelque chose qui se passe en arrière. Et c'est ça peut-être parfois qu'on attendait avec plus la bande d'accompagnement, parce que c'est très important en arrière du chanteur, une chanteuse. Maintenant, ce que je dois vous dire, c'est que je suis très heureuse que Eddie m'a conseillé lorsque Vicky était très jeune, qu'elle aimerait ça, il aimerait ça que je devienne son professeur Vicky. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a fait une belle carrière chez les jeunes. Vous la connaissez? Alors ici, on a son producteur que j'admire et que j'aime beaucoup. Yves Tremblay, bien l'argent, là je te dis. Après ça, plus tard, avec l'influence, parce qu'il y a eu du piano dans le processus. Mon père, il enseigne le piano, il y a l'équivalent d'une maîtrise au conservatoire en piano classique, puis en fait en composition, il a fait du contrepoint, en tout cas. Fait que là, même ça pour dire que l'influence de ma grand-mère au niveau du chant, mais l'influence de mon père au niveau de la batterie. J'ai fait de la batterie, j'ai eu 4 professeurs de batterie différents. Et donc, j'ai été initiée au jazz, j'ai été initiée au rock progressif, j'ai été initiée à toutes sortes de styles. Et dans cette entremise-là, j'ai aussi acquis des notions vocales de jazz. Donc, des fois, je m'essaye au scat, là, je suis pas bien bonne, mais ça va peut-être me prendre aussi un prof de chant en jazz, mais j'avais connaissance au fur et à mesure de mes recherches, j'avais connaissance de la différence, de la distinction du chant indien. Fait que là, je regarde, mettons, Scatterbrain de Jeff Beck ou Lakes de Pat Metheny. Là, je dis, ça me tente de repiquer ça, moi, ces solos de guitare-là. Mais comment je fais ça? Le scat jazz, ça fait pas pantoute là-dedans. Fait que là, je pense à ça, ben oui, les chants indiens, ça se fit très en masse là-dedans. Fait que je me suis mise à chercher, pour du carnatique indien, parce que j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé que j'ai compris que c'était ça, que ça s'appelait de même, des carnatiques. Là, je laisse mon numéro de téléphone. J'ai un premier appel et c'est Oustad Khan qui m'appelle. Mais là, j'ai pas trop connaissance de ce qu'il fait. Fait que, en fait, il m'appelle, on se parle vite, vite. Puis là, après ça, il m'envoie des YouTube. Puis là, je vais checker sur YouTube. J'étais là, voyons donc. Là, je vois tout de suite c'est quoi, là. Là, mais OK, ben, je suis tombée sur le bon prof, là. Hein? Fait que c'est ça qui m'a amené à être intéressée. C'est surtout pour l'enseignement, en fait, parce qu'il y a de quoi à transmettre. Euh, mais quand il m'a dit, je connais pas trop le marché canadien, j'ai quelques étudiants à Toronto, mais tu sais, j'aimerais ça explorer plus. Puis là, je veux aussi performer, je veux faire des shows, puis tout. Fait que là, moi, avec mes connaissances, avec le baccalauréat en animation et recherche culturelle, maintenant action culturelle, je suis en mesure d'y offrir certains services.